Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on reprend nos bonnes petites habitudes à l'amorce de la saison 2024, ou en tout cas du vrai début de saison 2024 en ce qui concerne le circuit du World Tour, parce que vous le savez, la New Zealand Cycle Classic a eu lieu il y a quelques jours, et elle s'est soldée d'ailleurs hier par la victoire d'Aaron Gate, le coureur néo-zélandais, mais en ce qui concerne le World Tour, le vrai début de saison, c'est cette nuit avec la tenue du Tour Down Under. Un Tour Down Under qu'on va prendre le temps de présenter. On va procéder en deux temps, je pense. D'abord, on va se pencher sur le parcours et ensuite, on ira faire un tour sur la liste des partants parce que je préfère débuter par le parcours. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce procédé, mais je trouve que c'est bien d'avoir le tracé en tête au moment d'aborder justement les différents favoris, les candidats aux victoires d'étape, etc., etc. Bref, débutons, si vous le voulez bien, par le parcours de ce Tour Down Under. Une première étape qui, comme je l'ai dit, aura lieu cette nuit. Alors, elle n'est pas très facile à lire, celle-ci, en termes de scénario, mais quand même, il n'y a que 140, un petit peu plus de 140 km, 143,9 pour être précis. Certes, il y a trois bosses. Alors, le graphique est un petit peu trompeur parce que Mangler Hills, c'est 2,1 km à 4%. Normalement, ça doit passer. Je pense que c'est quand même pas assez compliqué pour qu'il y ait des différences. Il y aura peut-être quelques lâchés, mais je pense que les sprinters auront un appétit d'ogre. Première course de la saison en plus, donc je les vois mal laisser échapper la victoire. Donc je miserais sur un sprint, peut-être en comité légèrement réduit, mais un sprint quand même. Et allez, si je devais me mouiller un peu, Caleb Ewan, ça me paraît être un candidat idéal pour la victoire sur cette première étape du Tour de Under. La deuxième, celle-ci, elle sera un petit peu dans le même genre. Alors certes, c'est dur au début, une montée qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le Tour Down Under, aussi longue en tout cas. Enfin, en tout cas, pas de ce que je me souviens. 10 km à 4%, ça devrait permettre à une belle petite échappée de se faire la malle. Il y a 140 bornes encore une fois. Parcours assez vallonné, au moins dans la première partie avec Fox Quick. 1,6 bornes à 8%, à répéter deux fois. Ensuite, ça sera un petit peu vallonné, mais c'est pareil, on ne connaît pas trop les routes, donc je miserai encore sur un sprint en comité réduit, mais sous réserve, bien entendu, de ces petits pics qu'on voit sur le profil, parce que sans connaître logiquement le détail des routes, le revêtement, etc., l'étroitesse, on ne peut pas trop savoir ce qui peut se passer, mais a priori, le scénario le plus probable, c'est un sprint en comité réduit pour l'arrivée à l'Obetal. La troisième, celle-ci assez simple à lire par contre, toujours pareil, environ 140 bornes, 145 km ici. C'est quasiment tout plat, ou au moins dans la dernière partie de course pour l'arrivée à Campbellton. Donc normalement un sprint encore une fois entre les hommes rapides du peloton. La quatrième, pareil, normalement un sprint qui a l'air en léger faux plat montant. Donc il faudra voir ce que ça donne. Mais sprint, je pense qu'il y aura pour cette quatrième étape du Tour de Under dont l'arrivée sera jugée à Port Elliot. La cinquième, alors là, ça se corse un petit peu. Pas besoin de présenter William Gale. Vous connaissez tous William Gale. C'est la célèbre montée du Tour Down Under. À répéter deux fois, ça sera normalement l'étape qui devrait faire des écarts. C'est trois bornes à 7%. Et pour ceux qui connaissent cette montée ou qui l'ont fait sur Zwift, parce qu'elle est disponible sur Zwift, c'est dur au début et après, il faut vraiment être tout en puissance pour pouvoir continuer d'emmener une vitesse assez élevée. La sixième, elle est très intéressante, je trouve, parce qu'il y aura le Mont Lofty à gravir trois fois. Le Mont Lofty, c'est quand même 1,3 km à 8%, donc il y aura du pourcentage. Et c'est intéressant sa présence que Willunga n'aura pas un caractère bloquant. C'est pas parce que vous allez gagner à Willunga que vous allez remporter le Tour de Under, parce que le lendemain, il faudra quand même être capable de briller au Mont Lofty avec pas moins de 2300 mètres de D+. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais il n'y a que 128 km. Donc si on ramène ça à la distance qu'il y aura à parcourir, c'est quand même assez intéressant sur le papier. Bref, pour résumer, ce Tour de Under, première partie assez simple, même s'il y a une incertitude sur une ou deux étapes, et la deuxième vraiment difficile, notamment les deux dernières étapes où ça devrait jouer entre costauds. Les favoris maintenant et les différents candidats aux victoires d'étape.
On va procéder par équipe, comme on en a l'habitude. On va aller quand même rapidement, mais voilà, UAE, c'est pas facile de savoir qui sera en forme. On sait que Del Toro était pas mal, ce qui fait troisième du Critérium il y a quelques jours, je crois que c'était samedi matin, dans les rues d'Adélaïde. On a Ulissi, on a Morgado, on a Fischer Black, Covey aussi, pourquoi pas. Donc il y a quand même pas mal de candidats pour une bonne place au classement général. Donc on verra qui tire son épingle du jeu. Chez Jayco, il y a trois grosses cartes dans des registres différents. Caleb Ewan, qui sera le sprinter attitré et candidat à quand même pas mal de victoires d'étape s'il est en forme. Simon Yates et Lucas Plapp, on verra la répartition des rôles. Bien malin celui qui sait à l'instant T qui sera vraiment le leader de l'équipe. On peut avoir une configuration avec Yates qui joue général et Plapp en électron libre, ou si Yates a des objectifs plus tardifs dans la saison, peut-être qu'il ne sera pas à 100% de sa forme ici au mois de janvier et qui va bosser un petit peu pour Lucas Plapp. Donc on verra, il y a plusieurs scénarios possibles. On saura assez vite, je pense, ce qui va se passer. Chez Bahreïn, moi je note Phil Bauhaus, pareil, ce sera un des grands candidats pour les étapes au sprint, hein, tout comme Caleb Ewan. Il faut avoir Jack Egg si jamais il est en forme. La Quick Step, forcément, on aura un œil sur Julien Lafilippe. Si ça part mal là, on peut se dire que ça va être encore une année compliquée. Par contre, si jamais il remporte le Tour de Under, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour l'ancien champion du monde. Décathlon AG2R, pas grand chose à dire. Pas forcément de coureur capable de briller ou de remporter une étape. Chez Intermarché, Binyam Girmay, le général sera trop dur, mais pourquoi pas un succès d'étape pour le coureur érythréen. On aura Corbin Strong dans le même registre que Girmay chez Israël Premier Tech, et il faudra voir ce que donne George Bennett, hein, qui peut être en forme à ce moment-là de la saison. Ineos Grenadiers, Philippe Ogana, je pense, sera le leader, même si Narvaez a montré lors du Critérium samedi qu'il a remporté, qu'il était en forme. Moi, j'ai une petite curiosité par rapport à Tarling. Je ne sais pas s'il occupera un rôle d'équipier modèle ou pas, mais s'il se teste, je serais curieux de voir ce que ça peut donner sur les deux dernières étapes, parce que Tarling, c'est un magnifique rouleur, et si jamais il est capable de s'accrocher un peu, ça pourrait quand même amener des perspectives intéressantes. Boransgrohe, Welsford, le sprinter, Svioff, le leader pour le général. La DSM, on misera sur Oscar Only. Cofidis n'a pas forcément de carte pour gagner une étape ou pour remporter le général. Idem pour Arkea où ça paraît compliqué. On aura Guerrero du côté de la Movistar certainement qui sera le leader. Pour la Visma, on va miser sur les jeunes. Il y aura Stone Mittet, il y aura Loïc Van Bell, il y aura Van Dyke. Donc on verra bien qui est leader. Moi je pense que ça sera Stone Mittet. Après avoir, ce sera peut-être Milan Vader quand même. Pareil, pas facile d'être définitif à ce moment-là de la saison. Chez IF, pas de grand leader, même s'il y a quand même des jeunes avec un fort potentiel, hein, Archie Ryan ou Jack Rootkin-Gray. Alpecin de Quenin, que moi je noterai le nom de Luca Vergalito, que je trouve très très intéressant. Pareil, un de ces coureurs comme Chevine, etc., issus de Zwift ou des différentes plateformes de cyclisme en ligne. Astana, pas grand chose à dire, on verra bien, on essaiera d'aller marquer quelques points. Chez Lidl Trek, ça sera peut-être pas souvent le cas dans la saison, mais on n'a pas non plus un effectif de fou. Quinn Simmons et Sfation seront peut-être les leaders. À voir si Juan P. Lopez est en forme. Chez Groupama, malheureusement, on partira un de moins, parce que vous l'avez vu ce matin, peut-être que Novalovas a des douleurs lombaires, donc il ne sera pas présent au départ. Je pense que Lorenz Pitti sera le leader pour le classement général. Et enfin, une sélection australienne où on guettera Michael Storer. Bref, voilà pour cette petite présentation du Tour Down Under. Ça a été assez rapide, mais je voulais faire quelque chose de concis. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne course et une très belle saison 2024 qui débute donc dans la nuit. Ciao.